Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle semaine Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h avec une pause spéciale à 20h pour le journal le plus attendu du Equinox Télévision par Cédric Nouffelé. Voilà 2 semaines que l'école a repris au Cameroun malgré la crise sanitaire qui prévaut depuis bientôt 3 mois. Une reprise des cours dans l'enseignement primaire et secondaire qui concernait seulement les classes d'examen. L'enseignement supérieur, lui aussi, a repris il y a 15 jours. Une décision gouvernementale, on s'en souvient, qui n'avait pas fait l'unanimité. Des parents et syndicats d'enseignants avaient émis quelques réserves quant à l'opportunité d'une telle décision. Que quelques jours auparavant, le ministre de la Santé publique reconnaissait lui-même que le pays entrait dans une phase compliquée de la pandémie. Si le gouvernement avait pour le 1er juin pris un ensemble de mesures utiles et nécessaires visant à rendre disponible à l'entrée des établissements scolaires des kits sanitaires requis, les élèves, quant à eux, sont depuis 2 semaines au rendez-vous après cette longue période d'arrêt aux conséquences diverses sur plusieurs niveaux, madame, monsieur. Tout à l'heure, donc, à 20h, c'est la grande édition d'information, je vous l'ai dit, qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Nouffelé. Tout de suite, après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Reprise des classes et Covid, état des lieux 2 semaines après. Pour en parler, nous avons un convié pour ce thème, ici à Douala et Yaoundé. Nous commençons par Douala. Bonsoir et bienvenue, maître Achille Ledio. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir mon cher Serge, bonsoir au copanel, bonsoir également à tous les fidèles inconditionnels de cette tranche horaire qui nous regardent actuellement. Bonsoir, salutations militantes à tous les camarades SDF qui nous regardent actuellement. Voilà, vous l'avez dit, vous êtes d'abord avocat et aussi vous portez les couleurs du social-démocratique. Je suis le conseiller juridique du SDF pour la région du littoral. Vous êtes parent également. Justement. Voilà. En face de vous, docteur Patrick Griffoué. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mon copanéliste ainsi qu'à ceux qui sont en multiplex et bonsoir aux milliers d'auditeurs de Equinox Soir. Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille des mélomanes camerounais parce que là, nous avons 2 voix qui se sont tues, Claude Ndam et Guy à la route et ce sont 2 voix qui ont porté haut la culture camerounaise qui s'en vont comme ça. Le RDPC par ma voix salue ces icônes de la musique camerounaise. Ok, voilà, nous allons donc prendre tout de suite la direction de Yaoundé où nous attend Flore Mboussi. Bonsoir Flore, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Flore. Bonsoir à vos téléspectateurs et à vos différents invités. Voilà, Flore Mboussi. Oui, allez-y, Flore. Bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, on va également dire bonsoir à Raoul Lemopi. Lui, il est ici à Douala, dans le 3e arrondissement. Raoul Lemopi, enseignant de philosophie au lycée de Nilon, Brazzaville. Comme je l'ai dit, dans le 3e arrondissement de Douala. Bonsoir Raoul, bienvenue. Voilà, des petits soucis. Voilà, dites-moi, maître Achille Ledio, 2 semaines déjà, est-ce que les parents n'avaient pas... Il y a des parents qui ont eu peur de cette reprise. Est-ce que c'est le même sentiment aujourd'hui, 2 semaines après? Ben voilà, il faut dire que si le sentiment de peur qui gagnait tous les parents à la reprise des classes
reste le même. Il faut tout de même reconnaître que ce n'est plus avec la même amplitude. Mais ce qui a lieu de dire ici maintenant, c'est que cette reprise des cours, pour moi personnellement, je l'ai trouvé comme étant un possible suicide collectif de la part de nos enfants. Parce qu'en réalité, voyez-vous, les causes qui ont milité pour la suspension, la fermeture des établissements, ces causes n'étaient pas élucidées. Il était de bon ton que l'on essaye de rentrer sur le terrain de la pratique pour pouvoir prendre des mesures comme celles visant la reprise des cours au 1er juin 2020. Parce qu'en réalité, voyez-vous, l'enfant que nous envoyons à l'école sous ces conditions était encore ou est encore exposé à de nombreuses, de nombreux cas où alors est exposé vraiment à une contamination plus forte de cette affaire qui tétanise le monde entier. Je vais prendre des exemples simples pour qu'on l'on comprenne. De la maison jusqu'à l'établissement, l'élève doit tour à tour faire ce casse-tête des stations de taxi dans lesquelles aucune mesure n'est plus observée. Avant, on a demandé le port du masque était obligatoire. Hein. Mais allez regarder. Nous sommes sur le terrain. Moi, avant de venir sur une chaîne comme celle-ci, en fait, avec ma casquette politique, je suis sur le terrain chaque jour. Il n'y a plus de mesures barrières véritablement observées dans les stations de taxi et à l'intérieur même, je veux dire à bord des taxis, c'est une autre chose. C'est la formule du 4-2, 2 devant, 4 derrière. Nos enfants sont obligés de faire avec. Arrivé à l'établissement, il y a cette fameuse affaire de pause que moi je trouve toujours comme étant des situations dans lesquelles l'enfant est exposé. Le surveillant général ou alors le responsable d'établissement ne peut pas véritablement vous dire qu'il contrôle les enfants durant les pauses. J'ai fait quelques établissements de Douala 2e et de Douala 3e. C'est encore très bien parce que j'ai suivi, il y a un enseignant du lycée d'Orpassi, c'est ça? Oui. J'ai fait le tour de cet établissement. Je vous dirais que, sincèrement, c'est pas de gaieté de cœur. Je me demande, quel est cet enseignant de philosophie, par exemple, programmé pour 4 heures de cours, qui peut tenir ces 4 heures de cours avec le cache-nez? Je me demande, quel est cet enseignant d'histoire-géographie qui peut supporter de dispenser les cours 2 heures de temps avec ce cache-nez? Ça, c'est du côté des enseignants. Et la liste est longue. Le chapelet est assez grand pour les grainer. Comment est-ce que... Vous dites 4 heures de philosophie. Oui, il y a c'est dans 2 classes différentes, non? Non. Comment ça? On vous programme, ça dépend des programmations et de la disponibilité des enseignants. Oui. La philosophie en terminale A, on peut vous programmer 4 heures de suite. Nous l'avons fait. 4 heures de suite. Je suis allé dans un établissement privé laïque de Douala 3e. J'ai trouvé véritablement plus de 30 par classe. Alors que les mesures du gouvernement disent 24 par classe. Je ne veux pas citer cet établissement, mais ils me regardent et ils savent que j'étais dans leur établissement. Plus de 30 par classe. Pendant la pause, là-bas, les cours finissent à 14h25. Il n'y a plus de pause, si oui, une pause de 15 minutes qu'on accorde aux enfants. Durant les 15 minutes, un enfant peut s'approcher d'une autre question, de lui demander, bon, peut-être je t'ai pas à la page, peut-être je n'ai pas suivi ceci, est-ce que tu peux mieux m'expliquer, toi qui semble peut-être comprendre la matière que nous autres, ainsi de suite.
comment ça se passera-t-il? Et là, j'attire l'attention de la DEC, de l'OBC, sur le fait que vous devez prendre des mesures conséquentes relativement à la correction des copies. Ok. C'est très important ce que je dis. Merci, maître. Nous avons convié à ce débat aujourd'hui deux enseignants, un du supérieur, il est à ma gauche, docteur Patrick Rifoué, et on va revenir à Raoul Lemopi, que je vois, il est déjà Raoul Lemopi dans un instant, et aussi on a convié un inspecteur pédagogique de sciences de la vie et de la terre, Monsieur Samuel Gamo, qui va intervenir également. D'abord vous, au niveau du supérieur, comment ça s'est passé le premier jour? Comment ça se passe jusqu'à ce jour au niveau de l'université de Douala? Écoutez, les cours se passent bien. Il n'y a aucune alerte. J'ai moi-même repris les cours déjà la semaine dernière. Et pour les effectifs importants, ils ont été morcelés en sous-groupes de sorte à pouvoir respecter la distanciation sociale. C'est un enjeu majeur dans nos universités parce que nous n'avons pas bénéficié des mêmes facilités que dans le secondaire, attendu que tous les effectifs sont revenus au même moment. Donc, à l'université, tout le monde a repris. Tout le monde a repris, contrairement au secondaire et au primaire où n'étaient concernées que les classes d'examen. Les institutions universitaires se sont dotées d'un certain nombre de dispositifs pour permettre de faire barrière au Covid-19, kit de dispositif de lavage des mains, thermoflash, ainsi de suite. Donc, jusque-là, il n'y a pas de suicide collectif à l'université de Douala. Il n'y a pas d'abattoir dans les lycées de la ville de Douala ou dans d'autres lycées du Cameroun parce que on se souvient qu'au moment où le gouvernement avait pris la mesure qu'il faut saluer de renvoyer les enfants à l'école, il était pratiquement seul sur cette ligne-là. Toutes les formations politiques et un syndicat avaient émis de fortes réserves. Et on avait entendu des phrases comme « vous menez les enfants à l'abattoir ». On a entendu ici « c'est un suicide collectif ». Bon, rendu à 2 semaines, on peut faire un point d'étape. J'attends toujours de voir les premiers signaux du suicide collectif. J'attends toujours de connaître combien d'étudiants, combien d'élèves ont été menés à l'abattoir parce que, bon, l'abattoir, on abat en série. Je suppose qu'en 14 jours, nous devons déjà avoir les premiers résultats. Les résultats qu'il y a, c'est que les parents qui avaient de l'appréhension lors de la première semaine ont fini par envoyer leurs enfants à l'école, ce qui fait que ce soit au secondaire ou au primaire. Donc les parents qui étaient réticents le 1er juin, la deuxième semaine, ils ont envoyé les enfants à l'école. Les parents qui étaient réticents au 1er juin ont renvoyé leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, dans la plupart des établissements, pour les effectifs concernés, on approche des 100% de présence. Donc, il faut saluer le gouvernement qui a eu le courage de prendre la décision de renvoyer les enfants à l'école. Je voudrais, avant de passer la parole à ceux qui sont de l'autre côté, remettre tout ça dans un contexte. Le 17 mars, le gouvernement avait pris la décision de suspendre les cours. Nous étions dans une situation où on découvrait une maladie, on la connaissait très mal et on a... Il y a eu un mimétisme. On a agi quelque peu par mimétisme parce que c'était les mesures que tout le monde prenait. Je tiens à vous rappeler que, par exemple, dans les années 30, au Cameroun, pour faire face à la méningite, on utilisait les masques, les mêmes masques qu'on utilise aujourd'hui pour faire barrière au Covid. Bon, personne ne ferait ça aujourd'hui. Mais dans la situation, le 17 mars, on pensait que les enfants étaient les principaux vecteurs de la maladie, bien qu'étant asymptomatiques. Lorsque le 15 mai, le gouvernement a décidé de renvoyer les enfants à l'école, il y avait beaucoup d'inquiétudes et d'appréhension. Certains ont prétendu que le gouvernement ne devait pas prendre cette mesure et qu'il valait mieux peut-être considérer que l'année scolaire s'arrêtait là. Le gouvernement a choisi, en responsabilité, à la lumière d'un certain nombre d'informations, parce que le 15 mai, lorsque le gouvernement décide de renvoyer les enfants à l'école, il y a une étude qui est déjà sortie, et cette étude nous dit qu'en réalité, on s'est trompé. On s'est trompé, pourquoi? Parce qu'on pensait que les enfants étaient les super contaminateurs, mais cette étude nous dit non, les enfants sont peu contaminateurs et peu porteurs.
Donc, si vous cherchez la COVID-19, ce n'est pas dans une cour de récréation que vous allez la rencontrer. Vous Mais pouvez... Maître Le Dieu a parlé Oui, du trajet, le trajet. Oui, Vous oui. dites que l'école, mais il y a un trajet Oui, pour arriver à l'école. Je suis d'accord avec lui. Sauf que les enfants qui restaient à la maison n'étaient pas cloîtrés chez eux. Hein. Donc, les risques qu'ils encourent sur le chemin sont les mêmes risques qu'ils encouraient dans les quartiers. Okay. Ils sont même moindres que ceux que certains encouraient parce qu'il y a des enfants qui étaétaient devenus commerçants dans l'intervalle. Okay. Donc, je pense qu'il était urgent de renvoyer les enfants à l'école. On se rend bien compte que l'hécatombe que certains avaient prédit n'a pas eu lieu. Okay. Les enfants sont en train de préparer les examens avec sérénité et je salue encore le gouvernement qui a choisi de ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure qui ne voulaient absolument pas que les enfants rentrent à l'école. Voilà, Raoul Lemopi, je rappelle, vous êtes enseignant de philosophie au lycée de Nilon, Brazzaville. Raoul Lemopi, vous avez repris également le chemin des classes, hein. Vous êtes enseignant de philosophie, vous tenez les classes de terminale, vous préparez ces enfants au baccalauréat. Quel est votre premier le sentiment qui vous anime après 2 semaines de cours? Alors, merci de me passer la parole. Je voudrais profiter, n'est-ce pas, de la tribune qui m'est faite pour dire bonsoir et toute ma mobilisation à tous les camarades qui aujourd'hui s'activent sur le terrain pour travailler à ce que les choses se déroulent dans les normes, mais aussi et surtout à nos leaders syndicaux qui ont eu à attirer l'attention du gouvernement sur les dangers de l'approche qu'ils ont eu à choisir, particulièrement le camarade Kafo et le camarade Aswatou du SINAES, le syndicat national autonome de l'enseignement du secondaire. Serge, vous allez me permettre aussi de dire toutes mes condoléances à la famille du collègue Onana du lycée bilingue de Komdombo, qui est décédé ce matin. Certains parlent, n'est-ce pas, du Covid-19. Et à notre petit niveau, on peut se dire que la mort d'un enseignant est une mort de trop. Parce que, voyez-vous, nous avons eu à travailler sur ce plateau, sur Equinox Télévision, pour alerter l'administration sur les risques qu'il y a, n'est-ce pas, à organiser cette rentrée scolaire précipitée à partir du moment où plusieurs conditions de sécurité n'ont pas été prises. Je voudrais justement m'interroger pour essayer de savoir, parce que dans toutes les guerres, il y a les dégâts et parfois les dégâts collatéraux qui payent la facture. Du collègue qui vient de décéder, une famille scolaire éprouvée, il laisse des orphelins, mais il laisse aussi une veuve. Dans l'armée, on sait exactement que quand un soldat meurt, il y a des dispositions particulières qui sont prises pour nous demander, nous, les syndicalistes, et quelles sont les conditions qui sont prises lorsqu'un enseignant, un combattant de la crête, tombe, n'est-ce pas, sur le théâtre des opérations. Le responsable du SDF sur le plateau a commencé un déroulé sur lequel je ne voudrais plus revenir. Je voudrais simplement apporter un peu de l'eau à son moulin pour faire comprendre à nos nombreux téléspectateurs et à nos dirigeants qui parfois nous suivent sans nous écouter qu'au départ, les choses avaient été prévues pour que nous fassions 1 mois de cours. Et aujourd'hui, vous savez que avec la publication du nouveau calendrier des examens, on se retrouve en train de faire relativement 2 mois de cours. Si en 1 semaine, on peut tirer un coup de chapeau aux différents collègues qui sont les responsables d'établissements qui ont œuvré à maintenir les mesures de sécurité, les mesures barrières, on peut toutefois s'indigner que pour cette 2e semaine,
les mesures de sécurité sont fondamentalement bafouées. Je prends à témoin le DDES, le délégué départemental des enseignements secondaires du littoral, qui aujourd'hui a fait une descente au site bilingue de Soutico, c'est à Douala, pour rappeler exactement les dangers qu'il y a à baisser les bras face à cette pandémie qui silencieusement et fort sauvagement décime les familles. Je suis un peu outré du discours que tient l'enseignant de l'université. Peut-être c'est les consignes de son parti, que l'hécatombe qui avait été prévu ne soit pas arrivé à son terme. Question liée au Covid, Serge Alontou, n'ont rien à voir à un accident de la circulation dans lequel on peut dire qu'il y a eu 30 morts, il y a eu 32 morts spontanément. Ce sont, n'est-ce pas, des questions qui ont des conséquences ou bien des impacts qu'on peut évaluer à long terme. Moi, je voudrais simplement dire, et vous le savez, pour cette deuxième semaine des classes, il y a un relâchement systématique des mesures barrières. J'enseigne au lycée Bilet de Nilon-Brazzaville. J'ai visité plusieurs autres lycées, que ce soit le lycée de Makepe, que ce soit le lycée de Yac, que ce soit les collèges environnants au lycée Bilet de Nilon-Brazzaville. J'ai remarqué qu'il y a comme une sorte de lassitude des élèves à se trouver dans une situation relativement inconfortable, surtout que il y en a, je vais le dire pour le regretter, certains enseignants et aussi certains leaders de la société civile, des partis politiques qui diffusent des informations selon lesquelles la pandémie de Covid-19 n'est rien d'autre qu'une stratégie que les multinationales pharmaceutiques ont eu à mettre sur pied, n'est-ce pas, pour vendre leurs médicaments. J'ai publié sur ma page Facebook une information dans laquelle je demandais clairement où sont les primes de risque des enseignants qui au quotidien, n'est-ce pas, sont heurtés à cette difficulté. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à avoir de solution. Pour aller vite, parce qu'il y a d'autres collègues, d'autres panélistes qui vont intervenir sur la question. SINAES et de concert avec les autres associations intersyndicales qui réfléchissent sur les questions de l'éducation, nous nous sommes clairement dit que la reprise des classes voulue et souhaitée par le gouvernement du Cameroun contre la volonté de la société civile qui travaille dans les questions liées à l'école devrait plutôt être un prétexte qui leur a donné de procéder à un test massif dans ce domaine, de manière à ce qu'on ait une lisibilité sur le taux d'infection et que systématiquement on prenne en charge les enseignants ou bien les collègues, les élèves qui sont, n'est-ce pas, infectés par le Covid-19. Mais aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans cet aspect-là, mais quand même pour évoquer qu'à Marois, dans l'extrême nord, on a eu une information dans ce sens. Peut-être faudrait-il que les journalistes, qui sont les historiens, n'est-ce pas, du quotidien, essayent de regrouper pour savoir si les informations qui ont été véhiculées par rapport à un test qui s'est déroulé là-bas, le nombre de contaminés, sont effectifs. Mais dans tous les cas, je me dis que si on prend les enseignants au sérieux, on doit aussi être en mesure de définir un mécanisme institutionnel permettant de prendre en charge, que ce soit les enseignants, les élèves, ainsi que les orphelins ou bien les veuves du Covid-19. Je ne peux pas finir. Serge, vous allez me permettre, ça, vous ne m'avez jamais rien refusé. Je ne peux pas finir sans insister aussi sur le fait que le travail que font les médias au quotidien est un travail pertinent parce que dans tous les cas, on parvient à relayer, n'est-ce pas, les causes des ou bien des autres professionnels perdus. Voilà, on va rester avec ce décrochage. On va tout de suite aller à Yaoundé pour d'abord prendre Florent Boussi. Vous avez suivi le représentant, l'enseignant de l'université de Douala, le docteur Rifoué, sur ce plateau. Il dit qu'il n'y a pas... On a annoncé un suicide
collectif. On a annoncé que les enfants, on les envoyait à l'abattoir. 2 semaines après, pour lui, il semble satisfait. Flamboussi, votre avis là-dessus? Alors, Serge Alain, je ne saurais entamer mon propos sans d'emblée dire que, à côté de la COVID-19, il y a un autre virus qui sévit actuellement au Cameroun appelé la répression ou la dictature. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le premier vice-président du MRC, Mamadou Yakubu Mota, qui est encore incarcéré à la prison centrale de Yaoundé et avec 14 autres militants, n'ont pas été extraits de manière volontaire pour assister à leur procès, ce qui a pour conséquence un énième renvoi, un renvoi de trop. Ça fait assez longtemps que nos militants sont derrière les barreaux, sans qu'on ne nous explique pourquoi, sans que le motif légal ne soit clairement établi. Alors, lorsque nous parlons Flamboussi, je vous en prie, restons dans le sujet. Flamboussi. D'accord, Serge Alain, merci. Maintenant, je vais attaquer le sujet qui nous a réunis ici. C'était juste une parenthèse. Bon, lorsque le représentant du RDPC dit sur le plateau qu'après 2 semaines, tout est au contrôle, tout a été neutralisé, j'ai envie de rire parce que il me vient actuellement une information selon laquelle une étudiante du côté de l'université de Yaoundé 2 serait infectée, aurait été testée positive au Covid-19. Alors j'ai envie de demander au représentant du RDPC sur le plateau que lorsqu'il affirme ça, quelles sont les preuves qu'il a? Est-ce que des tests ont été pratiqués en grande quantité? Est-ce qu'on a testé les élèves et les étudiants? Parce que pour dire qu'on contrôle un virus d'une telle ampleur, il aurait fallu briser la chaîne de contamination, ce qui n'a pas été fait au préalable au Cameroun. Quand je dis briser la chaîne de contamination, c'est tester massivement les populations et mettre en quarantaine tous ceux testés positifs. Ça n'a pas été fait. Mais vous avez un individu qui s'assoit sur un plateau et dit « Tout va bien après 2 semaines ». Alors qu'on nous dit à l'université de Yaoundé 2, soit une étudiante a été testée positive. Et elle a été en contact avec ses camarades qui sont rentrés normalement chez eux et sont allés retrouver leur famille, leurs amis, etc. Et lorsque ce dernier dit que les jeunes ne contaminent pas, j'aimerais aussi savoir... est-ce que le fait que les jeunes ne contaminent pas a été établi à 100%? Parce que même si les jeunes ne contaminent pas, comme il le dit, il y a les vêtements de ces élèves-là qui comptent. Parce que le virus, on l'a dit, on l'a répété, même dans les chaînes internationales, le virus vit sur les vêtements. Le virus vit sur les vêtements. Et lorsque ces enfants rentrent, quittent l'enceinte de l'établissement et arrivent chez eux, ils sont en contact avec un nombre incalculable de personnes, c'est-à-dire du chemin du retour jusqu'à leur domicile. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Il ne s'agit pas d'une guerre entre le pouvoir illégitime de Yaoundé et le MRC ou je ne sais pas qui d'autre. Il s'agit de rétablir la vérité. Les enfants sont exposés. Aujourd'hui, on nous parle d'un cas positif à l'université de Yaoundé de soi. Vous ne savez pas avec combien d'étudiants cette fille a été en contact. Et ces étudiants qui sont rentrés retrouver leur famille. La situation est suffisamment grave pour qu'on arrête des affabulations. La situation est suffisamment grave pour qu'on arrête de mentir en Mondovision pour faire plaisir, je ne sais pas à qui d'ailleurs. Il faudrait qu'on soit sérieux avec cette question, parce que c'est des vies humaines que ça engage. Les hôpitaux au Cameroun ne sont pas assez équipés pour recueillir tous ces malades. Si on arrive à un pic assez élevé, vous pensez que les hôpitaux, qui sont très mal équipés d'ailleurs, pourront encaisser le choc? Enfin, je vais dire, pour terminer, parce que je ne veux pas être long. Oui, merci. Vous savez, moi j'ai toujours un problème avec les gens. Il faut dire la vérité. Si beaucoup de personnes ne se testent pas aujourd'hui, c'est parce que dans les hôpitaux, parfois vous arrivez, on ne vous reçoit pas, parce que c'est saturé. Et lorsque on dit non, il n'y a pas de test 2 semaines après la rentrée. Les 10 000 cas, ou les 6 000 cas dont on parle là sur Twitter, est-ce qu'on a la véracité de ce que ces cas ne viennent pas des élèves qui sont repartis à l'école ou des étudiants? Est-ce qu'on a pris la peine de vérifier que ces nombreux cas qui ne font encore monter au jour le jour n'ont rien à voir avec la reprise des cours? C'est de ça qu'il est question. Il faut rétablir des vraies statistiques avant de faire des affirmations gratuites. Il faut rétablir les vraies statistiques. Il faut nous dire
si les nouveaux cas n'ont rien à voir avec la reprise des cours. Là, on sera tous d'accord pour dire, ça fait 2 semaines, il n'y a rien eu. Mais ce n'est pas le cas, personne n'en a la preuve. On est là dans un circuit, on est là en train de dire non, tout va bien. Et tout va bien, depuis 38 ans, tout va bien. Mais rien ne va en réalité. C'est ça la réalité. Rien ne va. Tout va bien, mais rien ne va. Alors il faut arrêter de mentir. Pour une fois, il faut dire la vérité. Je sais qu'au RDPC, le mensonge, c'est le sport favori. Mais pour une fois, quand on a affaire à une pandémie d'une telle ampleur, il faut être un peu sérieux. Voilà, merci. Merci Flambossi. On va rester à Yaoundé. Samuel Gamo, je crois qu'il a son mot à dire. Samuel Gamo, je rappelle qu'il est inspecteur. Il a été inspecteur pédagogique des sciences de la vie et de la terre pendant longtemps, enseignant pendant longtemps. Il est à la retraite aujourd'hui. Samuel Gamo, dites-moi, vous avez écouté les différents avis, vous, de votre posture, 2 semaines après. Le gouvernement a-t-il eu raison ou tort de demander aux enfants de reprendre les cours? Allô? Allez-y, Samuel Gamo. Bonsoir, Serge Alain. Oui. Allô? Merci Serge Alain. Avant de commencer, permettez-moi de vous dire bonsoir et également bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont très nombreux d'Equinox. Je voudrais avoir une pensée pour cet enseignant dont je viens de suivre le décès. Chaque fois qu'un enseignant meurt, il s'agit là de la mort d'un créateur, d'un combattant de la craie et de la mort d'un créateur. Vous savez très bien que Dieu a créé par la parole. Les enseignants sont ceux-là qui également créent par la parole. Et lorsque nous annonçons qu'un enseignant est décédé, nous voulons bien commencer par observer quelques secondes de tristesse pour lui. Je voudrais également, avec votre permission, faire observer à l'un de nos invités qui a utilisé les mots tels que suicide collectif, tels qu'abattoir, pour lui faire comprendre tout simplement que je ne pense pas qu'il y ait au Cameroun un seul parent qui ne voulait pas que son enfant aille à l'école. On ne peut pas empêcher à ses parents d'avoir une peur légitime lorsqu'ils ne se rendent pas compte que les conditions adéquates sont réunies pour que les enseignements et les apprentissages se déroulent normalement. Je voudrais également lui dire que nous sommes dans une phase d'évaluation à mi-parcours. Nous ne sommes pas encore dans une phase de bilan. Et il est très tôt pour dire qu'on n'a pas observé des dégâts. Parce que lorsque nous tenons compte du temps d'incubation, il faut toujours être prudent pour ne pas commencer à crier victoire. Je voudrais, après ces préalables, Serge Alain, entrer dans le vif du sujet. L'État a-t-il eu raison de demander aux apprenants de reprendre les cours ce 1er juin? Je voudrais avec vous faire un état de lieu. J'ai eu le temps de faire le tour de quelques établissements secondaires de la ville de Yaoundé et je peux vous dire que globalement, au niveau des responsables d'établissement, il y a une prise de conscience par rapport aux dangers présentés par la COVID-19. Cette prise de conscience s'observe par l'organisation des fréquentations. Nous avons observé, je fais l'état des lieux, on a déjà divisé les élèves en plusieurs groupes. Contrairement au module courant, nous observons cette fois-ci que certains élèves ne vont pas en classe, ne fréquentent pas tous les jours. On a créé plusieurs groupes. Certains vont à l'école le lundi, le mercredi, et d'autres prennent le relais le mardi, le jeudi et peut-être le vendredi. Ce qui a permis de mettre en place
toute la batterie des mesures de distanciation. Nous avons observé également pendant l'accueil des apprenants qu'un effort est fait. Qu'un effort est fait pour, par les kits que nous connaissons, les opérations de lavage de mains, de flashage, dans plusieurs établissements, nous avons observé que ce dispositif était fonctionnel. Au niveau des salles de classe, nous avons également observé qu'il y a effectivement une mesure de distanciation qui est mise en application. C'est ainsi que nous n'avons observé aucune classe avec un effectif qui va au-delà de 24. Et maintenant, ce côté champ pour lequel nous pouvons donner une note positive et malheureusement présente également le revers de la médaille. Et le tableau sombre que nous avons observé, c'est le comportement de ces élèves pendant le parcours de leur domicile jusqu'à l'école. Il y a une méprise totale des mesures de distanciation. Les conditions de transport jusqu'à l'école font que nous trouvons sur une moto, en dehors du chauffeur, 3 jeunes qui sont assis. Parmi les 3 jeunes, certains portent le masque et d'autres n'en portent pas. À l'école maintenant, pendant les quelques moments de récréation, nous avons observé également que des élèves avaient tendance à perdre ce réflexe. Ce réflexe de distanciation n'est pas encore véritablement installé. Ils avaient tendance à perdre ce réflexe. Nous avons également observé du côté du personnel enseignant, et c'est là où ça devient aussi intéressant, que malgré les conditions difficiles de travail, il y a un effort qui est fait par ces enseignants pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Face à ce tableau, nous avons actuellement des interrogations. Ces interrogations sont les suivantes. Par rapport au taux de couverture que nous avons observé pendant les 2 premiers trimestres et par rapport au volume de travail en termes d'apprentissage, vous observez que je ne parle pas en termes d'enseignement, parce qu'il y a un différent fondamental entre enseigner et apprendre. Or, ce qui m'intéresse lorsque je vais dans une salle de classe, c'est pour observer quelles sont les conditions d'apprentissage et non pas quelles sont les conditions d'enseignement. Et lorsque je parle d'enseignement, vous comprenez bien que je parle de l'activité de l'enseignant. Or, lorsque le groupe classe est réuni, l'objectif, ce n'est pas tant le travail de l'enseignant qui compte, mais c'est le travail de l'apprenant qui pour moi est intéressant. Parce que vous le savez très bien, il n'y a pas isomorphisme entre le discours que l'enseignant tient et des activités que mènent les apprenants. C'est pour cela que vous allez voir, lorsque vous observez les taux de couverture de programme, dans tous les établissements, on a fait 100% de taux de couverture. Ça veut dire pour lui, il a fait ce qu'il devait faire. Il estime qu'il a fait ce qu'il devait faire. Mais lorsqu'on va maintenant, pendant les évaluations sommatives, lors des examens officiels, vous pouvez vous retrouver avec un taux de 40-50% de réussite au BEPC. Je dis bien au BEPC. Ce qui est une catastrophe à l'échelle nationale. Ce qui veut dire que nous mettons beaucoup d'accent sur les enseignements et très peu d'accent sur les apprentissages. Et c'est par rapport à cela que je voudrais interpeller, en termes de questionnement maintenant, interpeller les autorités qui gèrent les enseignements secondaires au Cameroun. Pour dire que, à un moment, j'ai été tenté de dire merci la Covid et bienvenue la Covid, parce que j'ai enfin retrouvé
la dimension de ce qu'une salle de classe devait être. C'est-à-dire une dimension avec des proportions à la dimension de la gestion humaine. Lorsque j'observe une classe de 24 apprenants, je me dis, voilà un début de condition que les apprentissages soient véritablement efficaces. Or, je m'interroge maintenant. La rentrée scolaire prochaine est à quelques mois de nous. Nous pouvons penser que c'est 2-3 mois, que c'est trop loin, mais justement, c'est pas loin. Lorsque nous observons la courbe d'évolution de la COVID-19, je l'avais déjà dit sur votre antenne, je ne suis pas pessimiste, mais je ne vois pas cette courbe baisser de manière significative avant fin octobre. Merci. Merci Samuel Gamon. On revient à vous. Docteur Rifoué, oui. Il y a des panélistes qui pensent que vous êtes allé un peu trop vite en besogne, hein, parce qu'on a suivi Samuel Gamon tout à l'heure, il y a une période d'incubation. Donc dire aujourd'hui que suicide, vous avez parlé, suicide collectif, abattoir. Voilà. Que c'est un peu trop tôt de dire que, bon, Flamboussi a relevé ce cas au niveau de Yaoundé 2 à soir. Bon, je vais commencer par ce cas. J'ai entendu la plénipotentiaire du MRC prétendre que je mentais. Et pendant qu'elle prétendait que je mentais, elle avance le cas d'un étudiant qui aurait été testé positif à l'université de Soa. Ce qui est soit un ragot, soit une allégation infondée. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a aucun communiqué du recteur de l'université de Yaoundé 2 qui atteste de l'existence d'un cas. Donc, j'aimerais lui demander de maîtriser son langage. Sur un plateau si sérieux que celui-ci, on ne dit pas à son contradicteur, vous mentez. Chez nous, on a l'habitude de dire, ça c'est le langage que tiennent les enfants élevés par les voisins. Je ne pense pas que ce soit son cas, mais il faudrait bien qu'elle soigne son langage. Pour revenir aux observations qui ont été faites, est-ce que le risque zéro existe? Le risque zéro n'existe pas. Lorsque vous êtes un spécialiste de la syndinique, qui est la science des risques, on vous dit que vous pouvez mitiger un risque, mais il ne sera jamais, sa probabilité ne sera jamais de zéro. Il s'agit de le réduire. Autrement dit, les mesures qui ont été prises par le gouvernement ne peuvent pas empêcher dans l'absolu qu'il y ait quelques cas de contamination. La France qui a repris les cours dans 11 établissements, qui a déjà repris. Qui a repris. Là, c'était bon, c'était sur la base du volontariat. Oui. À partir du 22, c'est obligatoire. À partir du 22, c'est obligatoire. Mais même sur cette reprise-là, il y a 11 clusters qui ont été découverts dans les établissements là-bas. Ils n'ont pas arrêté pour autant. Ils ont continué dans cette logique-là. Parce que ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que nous devons apprendre à vivre avec la Covid-19. Alors, est-ce qu'il fallait, le sachant désormais, ce qu'on ne savait pas le 17 mars, ce qu'on ne savait pas en février, il n'y a aucune garantie qu'on ait un vaccin d'ici la fin de l'année. L'horizon à partir duquel cette pandémie disparaîtrait, nous ne connaissons pas cet horizon. Alors, est-ce qu'on va laisser les enfants à la maison parce qu'il y a le risque, parce qu'il n'y a pas de, il y a zéro risque? Non, ce n'est absolument pas responsable. Est-ce que vous comprenez un peu, on a reçu, Patrick Griffon, on a reçu des gens ici, beaucoup de Camerounais n'ont pas compris que c'est au moment où le chiffre augmente. Voilà, que contrairement aux autres pays qui avaient connu le pic et que la courbe était descendante. Effectivement. C'est ça qui... Effectivement, je crois que les gens ne comprenaient pas. Au 1er mai, nous étions à 1731 cas déclarés. À ce jour... Prenons même le 17 mars, lorsque le Premier ministre fait... Au 17 mars, on avait moins de 100 cas déclarés. Voilà. Donc, à ce jour, nous sommes à 9864 cas. Oui. Donc, il y a eu une augmentation de près de 8000 cas en un mois, 15 jours. Oui. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, le Cameroun a amélioré sa capacité de testing. Il ne vous a pas échappé que nous avons acquis plus de 100 000 tests récemment, en plus des 39 000 tests qui étaient déjà. Et je crois que le MinSanté avait fixé comme objectif de porter à
50 000 tests au 15 février. Voilà, c'est effectués. intéressant. On va revenir là-dessus parce que c'est l'heure du journal. Madame, monsieur, il est là. Cédric Noufelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous lèverons un pan de voile sur l'identité de ces personnalités qui font leur entrée au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Ça bouge au sein de cette instance avec la nomination de nouveaux membres titulaires et l'arrivée d'un nouveau secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Qui sont-ils? Quel est le rôle de cette instance dans la magistrature au Cameroun? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons un sinistre qui touche le lycée de Mora, à l'extrême nord du Cameroun, victime de violents orages. Plusieurs bâtiments sont sans toit aujourd'hui et des élèves ont eu du mal à poursuivre les cours en plein troisième trimestre. À quelques semaines des examens de fin d'année, c'est une situation bien inquiétante. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de la progression de la pandémie de Covid-19. Le Cameroun pourrait franchir la barre des 10 000 cas positifs de Covid-19 dans les toutes prochaines heures au regard des dernières statistiques concernant la situation épidémiologique. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et ce soir, Equinox entame une série de reportages réalisés sur les difficultés d'accès à l'eau potable à travers le triangle national. Vous verrez dans le journal de 20h comment le château d'eau du Cameroun meurt de soif et la station balnéaire est confrontée à une grave pénurie d'eau potable. Comment en est-on arrivé là? Que sont devenus ces projets de modernisation, de production et de distribution de l'eau au Cameroun? Nous ferons le point ce soir. C'est Jalin. Cédric Noufelé, vous dites le château d'eau meurt de soif. C'est la région de l'Adamawa, baptisée château d'eau du Cameroun, qui meurt de soif. Vous en verrez les illustrations dans le journal de 20h avec les difficultés que rencontrent les populations pour avoir accès à l'eau potable. Elles sont contraintes d'aller vers d'autres sources d'approvisionnement et là, il y a de nombreux dangers qui les guettent sur les conditions de santé de ces populations. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du journal de Cédric Noufelé. En détail dans un instant, un court instant. Ce sera donc dans quelques instants le journal de Cédric Noufelé, le journal le plus attendu. N'oubliez pas, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités, et à Douala et à Yaoundé. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal. Madame, monsieur, nous sommes toujours en compagnie de nos invités à Yaoundé, Fleur Mboussi, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Samuel Ngamo, enseignant du SVT, inspecteur pédagogique à la retraite, également Raoul Lemopi, enseignant de philosophie syndicaliste, ancien au lycée de Nilon-Brazzaville, et sur ce plateau avec moi, à Douala, à ma droite, maître Achille Ledjo, du Social Democratic Front, en face de lui, docteur Patrick Rifoué. Docteur Patrick Rifoué, vous permettez, madame, monsieur, on va porter cette précision qui nous vient de l'université de Yaoundé 2, madame, monsieur. Bonsoir. Contrairement à ce qui vient d'être dit par une militante du MRC sur votre plateau, aucun cas de Covid-19 n'a été déclaré à l'université de Yaoundé 2 depuis la reprise des cours. Cependant, bien avant le 1er juin, date de la reprise, un étudiant étranger de l'université panafricaine a été malade et face aux signes qu'il présentait, il a été pris en charge par le centre médico-social de l'université de Yaoundé 2 sur instruction du recteur. Il a été pris. Le tracking a été effectué afin de savoir quels ont été ses contacts. Ces derniers ont également été mis en quarantaine. Cet étudiant n'a pas été au campus car son mal s'est déclaré avant le début des cours. À ce jour, donc, aucun cas, je suppose. Signé Dorothée Ndoumbé, Selcom, Université de Yaoundé 2.
Il fallait qu'on le dise. On revient donc au débrief. Patrick Rifoué, des membres nommés ce jour par le président de la République. Qu'est-ce que cela peut présager, selon vous? Bon, je commencerai par saluer la nomination de deux camarades, les honorables Marlis Tout et l'honorable Essomba Bengono, qui est un communicant du Lion. Et je me félicite. Ils sont récompensés, c'est ça? C'est ce que vous voulez nous dire? Je me félicite de sa nomination parce que les communicants du Lion, nous sommes des petits soldats au service du parti. Comment ça les récompenser? C'est ce que vous voulez dire? Je ne sais pas si c'est une récompense, mais ce que je sais, c'est que l'honorable Essomba Bengono est un monsieur compétent et je ne doute pas qu'il sera à la hauteur des tâches qui l'attendent au sein du Conseil supérieur de magistrature. Maintenant, effectivement, il y a eu un rajeunissement du Conseil. Je pense que le précédent secrétaire qui avait été nommé au Conseil constitutionnel a été remplacé. Donc, il y aura probablement... Vous parlez de rajeunissement? On dit Albert Ekonona. Vous connaissez qui est Albert Ekonona? Oui, c'est un ancien gouverneur. Voilà. Oui, mais vous parlez de rajeunissement? Rajeunissement, Marlis Tout, honorable Renouvellement ou bien rajeunissement? Oui, rajeunissement aussi. Les deux honorables, plus la députée du PCRN, Roland Goissi, qui me semble à moins de 50 ans. Donc, effectivement, de mon point de vue, il y a un renouvellement, mais c'est aussi un rajeunissement. Donc, on attend qu'ils se mettent au travail puisqu'il y a un certain nombre de cuvées, je pense que vous l'avez indiqué ici, qui attendent des affectations. Nos tribunaux souffrent souvent d'engorgement de dossiers. Je pense que ça fera du bien aux tribunaux d'avoir de jeunes magistrats qui arrivent, qui veulent montrer qu'ils ont des compétences. Et lorsque Equinox a posé ce problème il y a quelques jours? Il ne me semble pas que ça ait gêné le RDPC. C'est une question qui se posait. Lorsque vous avez 3 promotions en attente, il faut qu'elles soient déployées. Il me semble que c'est le simple bon sens. Nous n'avons pas de position particulière là-dessus. Le président de la République a pris ses responsabilités, il a nommé les membres. Il va probablement convoquer une session du Conseil dans les jours qui suivent. Nous espérons que ça sera le plus tôt afin que ces jeunes gens qui sont en attente de déploiement soient déployés et rejoignent leur poste. Je reste avec vous, Patrick Rifoué. Le dernier conseil, c'était le 7 juin 2017. Oui. Il y a une question qui va avec. Il y a 3 ans. Voilà. Pourquoi avoir attendu? On n'a pas encore la nouvelle date. Hein. Non. Pourquoi 3 ans? Je ne saurais le dire. Je ne maîtrise pas l'agenda du président de la République. Je suppose que, tenu par un certain nombre de contraintes, il n'a pas pu convoquer ce conseil. Et l'arrivée de ces nouveaux membres présage de ce que le conseil sera très prochainement convoqué. Voilà, Florent Boussi, c'est vous tout de suite, Florent Boussi, de nouveaux membres au Conseil supérieur de la magistrature. Votre réaction? Que dire? Moi, franchement, je crois que la situation du pays est assez grave pour qu'on se préoccupe de simples nominations. Néanmoins, j'aimerais juste souhaiter un très bon appétit aux personnes nouvellement nommées. C'est tout ce que je peux dire. Raoul Mopi, d'autres sentiments. Il a remercié ses camarades qui viennent d'être nommés. C'est ça? Je dis, Patrick Rifoué a remercié ses camarades qui sont nommés comme ça au Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, la politique, c'est ça? Le RDPC nous montre que la politique n'est pas celle que nous pensons. Là, dans tous les cas, nous constatons tout simplement qu'il s'agit d'un renouvellement en dehors d'un cas. La députée du PCRN, le reste, ce sont des amis qu'on reprend, on refait avec. Regardez même les suppléants. Je veux dire, bref, dans tous les cas, s'il faut rester serein véritablement, je dirais que
Je profite de là pour passer juste mes félicitations au secrétaire du conseil, de ce conseil-là qui fut l'un des grands PCA ici dans le littoral. Je lui souhaite bon vent, mais seulement... Albert Konona? Non, je parle du c'est-à-dire Minko Abel, M. Minko Abel. Il a fait ses preuves ici à la cour d'appel du littoral et nous lui souhaitons bon vent en tant que juriste tout simplement. Oui. Le reste maintenant, en tant qu'homme politique, nous pensons que le RDPC est encore dans sa gestion cacophonique de la cité. Personne ne comprend pas comment est-ce que un pilier comme la justice est aussi délaissé. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'était cette instance, pour parler de façon très triviale, c'est cette instance qui régule l'organe judiciaire au Cameroun. Alors, quand je parle de l'organe en termes de personnel, alors quand vous vous rendez compte que nous faisons face à un manque criard du personnel, on arrive à des situations où certains sont en détachement, en complément d'effectifs. Allez un peu au TPI Douala Bonanjo, vous allez vous rendre compte que si vous partez au parquet, par exemple, la plupart là-bas sont en complément d'effectifs. Si vous partez à la cour d'appel du littoral, vous allez voir qu'on a appelé certains jeunes au niveau des tribunaux d'instance, c'est-à-dire TPI Douala Bonanjo, qu'on a appelé à la cour d'appel pour apporter un peu du sang neuf. Quand quelqu'un sur le plateau me dit qu'il s'agit d'un rajeunissement, je pense tout simplement qu'il se moque une fois de plus de la gueule des Camerounais tout à l'heure quand il parlait même du Covid, une fois de plus. Donc, il ne s'agit pas en réalité d'un rajeunissement, il s'agit juste d'un jeu de dames. Donc, on prend les mêmes, on recommence le même jeu. Nous pensons que actuellement, la justice doit être, je veux dire le personnel, doit être affecté et que toutes les instances judiciaires, que toutes les juridictions... La machine était grippée? Elle est grippée. Oui. On n'a pas sans doute. Elle est grippée. Si vous voulez qu'on entre dans le fond, je vous dirais même que si on déplace le débat un peu loin, on serait sur le terrain de la partialité ou l'impartialité de la justice au Cameroun pour dire qu'en réalité, c'est cet organe-là qui devait réguler de telle sorte qu'un magistrat ne puisse pas mettre tellement longtemps quelque part. Ça, c'est mon sentiment personnel. Parce que nous, on connaît comment ça se passe avec ces affaires de bisbilles et de biscuits. Quand un magistrat est là 5 ans, 10 ans, il a déjà mis sur pied son réseau de je ne sais pas quoi pour fausser les données de la justice. Nous pensons tout simplement que le président de la République, c'est lui qui, comme l'a dit, c'est lui qui est le garant de la justice au Cameroun, le président de la République. Il se devait de véritablement convoquer à chaque moment, dans des intervalles réguliers, ce conseil afin que les magistrats un peu véreux puissent savoir que d'un moment à l'autre, on peut mettre leur dossier sur la table du conseil, de ce conseil-là. On ne comprend pas comment. De 2007, je pense, 5 juin 2017, autant pour moi, à aujourd'hui, on est à plus de 3 ans. Vous comprenez que c'est un peu comme un laisser-aller. On sait que quel que soit ce qu'on va faire, il faut attendre au moins 3 ans, 4 ans pour que le dossier puisse passer sur la table du conseil. Nous disons que ça, c'est autant de manquements et le RDPC gagnerait à faire autrement. Nous ne faisons pas la politique pour récompenser les tontons, les amis, non. La politique... Mais ça relève quand même du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et si ça relève de son pouvoir civil et militaire. Si ça relève de son pouvoir permettez, je vous coupe pas s'il vous plaît. Alors, si ça relève de son pouvoir discrétionnaire, ça n'empêche pas que l'homme politique que je suis puisse faire une analyse là-dessus. La distribution des responsabilités au sein de la cité est très discutée. Vous comprenez? Elle est très discutée. On se rend compte que... Est-ce que ça peut même faire l'unanimité? Si ça ne devrait pas faire l'unanimité, ça devrait tendre vers là. Quand il y a beaucoup de points de vue divergents, vous comprenez qu'il y a un problème. Ok, merci. Samuel Gamon, je suis à vous. Samuel Gamon, les membres sont désormais connus.
le président de la République, le ministre d'État chargé garde des Sceaux, qui assure Laurent Esso, le ministre d'État Laurent Esso, qui est le vice-président de ce conseil, et les autres membres sont désormais connus. Rien n'empêche plus que le Conseil supérieur de la magistrature se tienne donc. Samuel Gamon. Merci encore, Serge Alain. J'espère seulement que tout ce que vous venez de décrire là est le déclencheur de la dormance dans laquelle nous nous trouvons depuis 3 ans. Parce que personnellement, j'ai beau analyser le contexte dans lequel on se trouve, je ne trouve pas pourquoi depuis 3 ans le Conseil ne s'est pas réuni. Je ne trouve pas pourquoi. Peut-être que, comme vous êtes entouré des hommes politiques sur le plateau, peut-être qu'ils seront plus outillés pour nous dire pourquoi depuis 3 ans, une structure qui devait se tenir une fois tous les ans ne s'est pas réunie. Pendant ce temps, tous les jeunes magistrats qui sont sortis des écoles de formation sont restés sans être véritablement opérationnels. Et nous savons très bien, même dans le lycée, nous avons observé cette situation où les étudiants, les jeunes normaliens sortent de l'école, on les d'abord vadrouiller pendant des mois avant d'être affectés dans leur poste de travail. Et généralement, lorsque ces conditions se produisent, ceux de la perte de doigté, perte de l'émulation. Donc, si ces nominations viennent enfin déclencher le processus pour que ce conseil se tienne rapidement, pour que les choses retrouvent la normale, je ne peux que dire que c'est bien, que c'est déjà bien, mais vraiment nous nous interrogeons. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose pour savoir comment pendant 3 ans un conseil supérieur de la magistrature ne puisse pas se tenir. Voilà, je reste à Yaoundé. Non, on revient à Douala. Raoul Lemopi, vous, est-ce que vous avez est-ce que vous comprenez pourquoi depuis 3 ans le Conseil ne s'est pas tenu et pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que les membres sont nommés? Alors, M. Serge Aloudou, vous allez me permettre, avant de répondre à votre question, de tirer un coup de chapeau particulier à notre secrétaire national, M. Kafo, et à mon camarade, M. Encore qui travaille, n'est-ce pas, à redynamiser le mouvement syndical du SNAES, syndicat national autonome de l'enseignement du secondaire. Je voudrais dire, si vous allez aussi me permettre, que l'État du Cameroun a mis à la disposition des chefs d'établissement la somme de 6,5 milliards de francs CFA pour l'épuration des subventions des années 2018 et 2019. Il faut donc déjà que ces chefs d'établissement qui n'ont pas trouvé nécessaire, n'est-ce pas, à payer les salaires, et pas les chefs d'établissement privés qui n'ont pas trouvé nécessaire de payer les salaires des mois de mars, avril, mai aux enseignants, sachent que le viseur est là et on les observe, on les a droit à la culotte. Merci. Si vous pouvez répondre, oui, allez-y. Par rapport à la question que vous posez, je voudrais m'aligner outre mesure derrière la remarque qu'a faite Madame Boussi du MRC. Voulu leur dire, j'aurais bien voulu lui dire, celui qu'on vient de nommer, bon appétit et bonne fête, parce que justement cette nomination implique nécessairement les grandes envolées éthyliques et alimentaires, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un état de gesto, festif, où la moindre nomination, n'est-ce pas, engage, n'est-ce pas, les beuveries à grande gorgée de vin rouge et à grands coups de morceaux de viande, de bœuf et de vache. Alors, je voudrais être un peu rapide pour dire simplement que j'ai ma manière de comprendre ce problème et je me dis, vous allez me permettre, c'est aussi mon point de vue, qu'on ne peut pas aujourd'hui interpréter un acte administratif indépendamment d'une logique de fin de règne. Et c'est de ça qu'il est question. Le temps peut-être ne nous permet pas que je m'étende sur la question, d'autres plateaux me permettront de dire des choses là-dessus, pour simplement faire remarquer que
Je comprends difficilement dans une république démocratique que ce soit le chef de l'État qui continue, n'est-ce pas, à présider ou décider, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de la magistrature. Pour moi, si on parle, n'est-ce pas, de l'indépendance, si on parle de l'indépendance, n'est-ce pas, des pouvoirs, il est très malaisé de débattre de ces questions. Je suis outré, parce que je suis enseignant de philosophie, j'enseigne cela tous les jours aux élèves dans les salles de classe. Je suis outré de constater que le panéliste du RDPC sur le plateau essaie de ramener la nomination de ce Camerounais à une sorte de récompense politique. Un peu comme s'il remettait en question la compétence intrinsèque de l'individu à assumer les charges pour lesquelles il vient d'être désigné. En tout état de cause, ce qui m'intéresse, moi, en tant que syndicaliste et citoyen camerounais, ce ne sont pas les nominations fleuves qui courent les rues aujourd'hui dans les médias, un peu comme si les nominations développent un État. Ce sont les réalisations concrètes. J'ai de la peine à saisir, n'est-ce pas, l'implémentation ou l'influence de ces nominations en vague, ou bien ce chapelet de nominations dans la transformation du quotidien des individus. Chapeau, si on peut comprendre que l'argent du contribuable, c'est-à-dire nos impôts, servent à récompenser des gens qui, depuis beaucoup d'années, ont travaillé à plonger le Cameroun dans la situation dans laquelle on se trouve. Et en plus de cela, aujourd'hui, une nomination des individus sur la simple base du militantisme politicien et politicard doit remettre en question, n'est-ce pas, la question de la perspective de développement pour un parti qui a une vision. Donc, les principes fondateurs semblent aujourd'hui remis en question. Donc, Serge Alain Autou, mon point de vue est que cette nomination me choque si c'est le chef de l'État qui doit continuer à présider à tout et si les nominations ne vont pas permettre d'influencer significativement le quotidien des Camerounais. Je veux rappeler en passant que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue d'attendre que ceux qui dirigent le Cameroun signent le décret d'application, n'est-ce pas, du statut particulier des enseignants, ce qu'on n'a jamais vu, et que les dépenses de prestige soient comme une tradition, comme une sorte d'ADN de la manière de faire. Merci. Je voudrais, et pour finir, rapidement. Vous m'avez jamais refusé. Je voudrais, n'est-ce pas, pour finir, interpeller tous les collègues enseignants de se mobiliser et de se syndiquer parce que personne ne pourra défendre vos intérêts à votre place. Ceux qui sont en face, n'est-ce pas, instrumentalisent les mouvements syndicaux. Ceux qui sont en face travaillent seulement. Merci, le message est passé. Vous demandez à vos camarades d'être syndiqués. Voilà, on va terminer avec Fleur Mboussi. Fleur Mboussi, la même question, je vais revenir à vous. Je vous la pose également, Fleur Mboussi. Est-ce qu'aujourd'hui, rien n'empêche plus que le Conseil supérieur de la magistrature se réunisse? Les membres sont connus. 3 ans après. Serge Alain, je vois que vous insistez avec cette question. Oui. Comme je vous le disais, je refuse de m'intéresser à cette question pour la simple et bonne raison qu'on traverse une période très difficile actuellement et je pense que c'est de la pure distraction pour moi. Et cette question que dans le conseil, je ne sais pas trop, ça fait des années on nomme ce conseil. Bon, vous avez dit ça fait 3 ans on n'a pas nommé, mais ceux qui étaient là auparavant, je n'ai pas vu ce qu'ils ont amélioré. Donc, du coup, je n'ai pas envie de m'appesantir sur cette question lorsque nous sommes en proie à un virus mortel comme la Covid-19 ou encore en proie à une guerre entre frères et sœurs, entre compatriotes du côté des régions anglophones. Vraiment, Serge Alain, vous allez m'excuser. Je trouve que cette question, je vais le dire, comme pour reprendre un chef traditionnel, ça ne m'intéresse pas. Ok, voilà. Patrick Riffoué. Oui. Je vous ai posé cette question en début. Vous avez passé le temps à remercier vos camarades. Qui a nommé vos communicants. Vous avez demandé est-ce que ça ouvre, ça présage quoi? Je n'ai pas éludé votre question et je vais y répondre. Mais avant de répondre à votre question, j'ai entendu un certain nombre de choses. J'aimerais dire à l'intention de M. Lemopi qu'il a l'outrance facile, mais la compréhension difficile.
Et ça, c'est un peu dommage pour un enseignant de philosophie, parce que ce qu'on enseigne en philosophie, l'une des branches de la philosophie, c'est la logique. Vous attaquez aussi M. Lemopi. Oui, et je vais expliquer pourquoi. Vous expliquez pourquoi vous l'attaquez? Je vais expliquer pourquoi. Première chose, les personnalités nommées au Conseil supérieur de la magistrature, vous avez des personnalités désignées par l'Assemblée nationale. Donc, elles sont nécessairement des personnalités politiques. Vous avez des personnalités... Attendez, le texte dit exactement ceci. Oui. Le Conseil supérieur de la magistrature suprême est présidé par le président de la République. Oui. Alinéa, c'est l'article 1er. Non, regardez l'acte de nomination. Comment? Non, allez-y. L'acte de nomination. J'arrive au niveau de l'Assemblée nationale. 2. Le ministre chargé de la justice assure la vice-présidence. Oui. 3. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend en outre 3 députés désignés par l'Assemblée nationale au scrutin secret et à la majorité des 2/3 des membres la composant. Voilà. Vous avez des membres qui sont désignés par la Cour suprême et ensuite vous avez un membre qui est choisi par le président de la République. C'est lui, Albert Ekonona. Voilà, Albert Ekonona. Oui, permettez que je dise d'abord bonsoir à Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Sylvestre. Au menu ce soir, 100% foot. Bonsoir Serge Alain, au menu de 100% foot ce soir, alors que beaucoup croyaient qu'à cause de la pandémie du coronavirus, la CAF ne tiendrait plus le délai d'organiser la CAN en janvier 2021, mais contre toute attente, la Confédération africaine de football, via son secrétaire général, fait savoir que sa priorité reste l'organisation de la CAN 2021 le jour 10, c'est-à-dire entre janvier et février 2021, même si la Confédération africaine de football n'exclut pas un éventuel report de cette compétition. Mais pour l'instant, la CAN reste maintenue en janvier 2021, ce qui met une pression supplémentaire sur le Cameroun, où plusieurs chantiers, notamment routiers, sont en arrêt au cas de la pénétrante est de Douala. Et donc, 6 mois chrono désormais pour achever tout cela et organiser, réussir le pari d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous parlerons aussi de l'annonce de Gaëlle Ngana-Muit. Elle a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeuse à seulement 28 ans, une courte carrière mais plutôt bien remplie. Nous parlerons de tout cela ce soir dans cette édition de 100% foot avec en plateau Beb Solo, ancien lion indomptable, ancien capitaine de l'Union sportive de Douala, et puis nous irons en France retrouver l'une des coéquipières en sélection avec Gaëlle Ngana-Muit. De Gaëlle Ngana-Muit, il s'agit de Francine Zouga. Elles étaient en Coupe du Monde en 2015 au Canada, une belle époque pour cette équipe menée alors par Kalenon Gatchou. Voilà, ce sera l'essentiel, madame, monsieur, de 100% football. Tout à l'heure, après qu'il en soit, avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Rapidement, Patrick Riffet, on termine par là. Voilà, et ça c'est la première chose. Toutes les personnalités ne sont pas désignées par le président de la République. Vous avez des personnalités issues d'un vote au sein de l'Assemblée nationale et puis vous avez des magistrats qui sont désignés par... Le vote a eu lieu quand ? Probablement dans le cours de la session actuelle, puisqu'ils ont été désignés récemment. Deuxième chose, j'ai bien indiqué que le fait que je me réjouisse qu'un communicant du Lion ait été désigné ne préjugeait en rien de sa capacité. Je connais l'honorable Essomba Bengono, qui est une personnalité sérieuse et compétente. Je l'ai indiqué. Donc, il n'y a pas de doute à avoir sur sa compétence parce que je me réjouis. C'est un camarade. Nous assurons le porte-parole du RDPC ensemble. Je dois nécessairement... Non. Je dois nécessairement me réjouir de ce qu'il soit nommé. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement que ce renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature présage de ce que dans les prochains jours, voire dans les prochains mois, nous aurons une session qui sera convoquée, ce que vous appeliez d'ailleurs de vos voeux. Ouais. Donc, vous devriez être comme moi satisfait. Ok, merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, Patrick Riffoué, docteur Riffoué. Merci à vous. C'est nous qui vous disons merci d'avoir permis au SDF de donner sa voix sur le point de l'actualité de l'heure. Voilà, merci à Fleur Mboussi, à Yaoundé. Merci également à Raoul Lemopi. Merci à Samuel Ngamo. Madame, messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qu'il en soit la première de la semaine. Bonsoir, Bassamba.